la maladie ne prévient pas. Et les gens ne sont pas préparés. Actuellement, pendant cette saison hivernale, vous savez, les gens sont au champ. Quelqu'un est en train de cultiver, la hernie s'étrangle. Qui s'est préparé? Déjà même, ils n'ont pas à manger. Vous savez la réalité de notre pays. Les gens sont tellement pauvres et la maladie survient brutalement. Du champ, ils prennent la route de l'hôpital. Arriver déjà même pour trouver les premiers soins, l'argent pour acheter les premiers produits même, c'est tout un problème. Ils vont vous dire qu'il faut que quelqu'un retourne au village. Donc vous voyez, à tout moment, comme la maladie ne prévient pas, nous avons toujours des problèmes quand les parents arrivent ici. Donc je disais que le service social de l'hôpital existe depuis l'ouverture de l'hôpital en 1988 et c'est Madame Nanema Marceline qui était à la tête du service. Mais après son départ, le service a été fermé pour quelque temps parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais il a été rouvert en 2000. Je suis là depuis 2003 et je suis la responsable du service depuis 2005 après Gilbert Tenobeogo. Je suis là avec mes deux collègues, Dipama Saïdou qui est éducateur social comme moi et Aude Ouedraogo qui est éducateur des jeunes enfants. Je suis en service à l'hôpital ici depuis 2005. Effectivement, on a essayé ensemble de voir dans quelle mesure dynamiser donc, la prise en charge des indigents au niveau de l'hôpital ici. Avant tout, nous sommes des travailleurs sociaux et notre intervention concerne en tout cas la prise en charge des cas sociaux de façon générale. Nous travaillons donc en collaboration aussi avec les autres structures de l'action sociale telles que la direction provinciale de l'action sociale et le service social de la commune de Koudougou. Les catégories de personnes que nous rencontrons, c'est les OEV, les orphelins et autres enfants vulnérables. Il y a les personnes âgées, les veuves, les détenus et les malades errants. On rencontre beaucoup de cas. 0,1 C'est une zone qui migre beaucoup vers la Côte d'Ivoire et généralement c'est les hommes qui partent. Les hommes partent, ils laissent les femmes et les enfants. Donc surtout face à l'urgence des soins, le besoin des soins, la dame vient te dire que non, que le mari est en Côte d'Ivoire. Bon, elle a téléphoné, mais depuis là, il n'a pas encore envoyé de l'argent pour pouvoir prendre en charge l'enfant. La femme peut ne pas avoir un membre de la famille autour d'elle donc pour l'appuyer. Avec la proximité des sites aurifères, nous rencontrons également des malades qui viennent de loin. Donc une fois dans ces sites aurifères, là, il peut arriver qu'ils soient hospitalisés. Donc on les transfère au niveau de l'hôpital ici, que souvent ces malades n'ont pas d'accompagnant parce qu'ils viennent souvent à l'aventure seuls. Donc on rencontre souvent ces cas d'indigents aussi. Koudougou est situé à mi-chemin entre Ouaga et Bobo, c'est sur la nationale 1. Et les plus gros accidents, les accidents des cars de transport en commun, les accidents de gros camions qui transportent des marchandises, ça se passe sur la nationale 1. Le premier hôpital visé, c'est Koudougou. S'il arrive que c'est un cas étranger, on se retrouve rapidement avec un grand nombre de personnes sans assistance. C'est parfois des Maliens, des Nigériens en transit. C'est parfois des Burkinabés aussi, mais allant d'une province à une autre. En ce moment, le service social sera fortement sollicité. Alors, l'idée de demander est beaucoup inculquée, est beaucoup dans la culture, dans la zone. Voilà. Par contre, ailleurs, aller demander même, c'est comme si quelque peu on perdait son honneur. Mais ici, aller demander, c'est une source de fierté. Donc, ça fait que la pression même de venir demander est telle que nous accueillons beaucoup de clients. Ça fait qu'entre la sincérité et notre volonté
de tracer, c'est un peu difficile. Alors, mais on arrive à déjouer certaines ruses. J'ai eu une fois à être confronté à un monsieur, il est venu, quand il a échangé, j'ai vu en tout cas, il pouvait se prendre en charge, mais l'idée de bénéficier de la gratuité était en lui, à tel point qu'il insistait. Comme moi j'ai fait, j'ai essayé de majorer par exemple le billet d'hospitalisation. Quand il est venu, il devrait payer 4 000 francs, 4 jours de séjour en raison de 1 000 francs. Et moi je lui ai dit, d'accord, si c'est comme ça, tu dois payer 8 000 francs. Voilà. Et je l'ai exonéré à 4 000 francs. Donc, il a payé, il ne fallait pas voir la joie, il était content. Le service social est un service incontournable dans un hôpital, et particulièrement pour le service de la chirurgie. Et nous référons régulièrement, presque quotidiennement, des malades donc, au niveau du service social. Ce n'est pas tous les malades qui y vont. Il y a par exemple des patients qui sont indigents pour un instant T, parce que lorsqu'on vous ramasse dans la circulation, vous êtes un accidenté, dans un état de coma, ou en tout cas vous avez une hypotension fonctionnelle quelconque, qu'on vous amène aux urgences immédiatement. Il n'y a pas de parents à côté, il n'y a pas de connaissances à côté. Et si votre vie est en danger, la seule solution c'est de faire recours au service social pour les premiers soins. Au niveau des urgences, donc, ces cas-là sont considérés comme des malades ayant besoin donc, de la digne assistance. Tout simplement parce que nos hôpitaux publics et l'hôpital de Koudougou ne disposent pas de médicaments d'urgence pour prendre en charge immédiatement un malade qui arrive. Donc, quel que soit le statut social du malade, à l'instant T où il est blessé, il est dans une situation critique, où il n'a pas une connaissance à côté pour l'assister, il n'y a que le service social. C'est surtout au niveau de la recherche des parents pour les malades sans accompagnant. Alors c'est un problème énorme parce qu'une fois qu'on on évacue un malade ici qui n'a pas d'accompagnant, ça paralyse non seulement le travail des infirmiers, et aussi, ça nous paralyse aussi parce que nous, on est obligés de nous libérer pour être plus aux côtés du malade et le service fonctionne souvent au ralenti. Il y a eu des cas où j'étais obligée de me mettre au sérieux et j'ai pu découvrir vraiment que le malade avait des gens. Ils sont venus. Ils se sont présentés. Et je les ai moralisés. Nous souffrons beaucoup avec les malades abandonnés. Je prends par exemple le cas du Sangui. Je ne voudrais pas, on va dire voilà, elle attaque une ethnie. Mais eux, ils viennent avec le malade, ils posent et puis tout le monde s'en va. Vous êtes en face d'un malade, sans accompagner. Même s'ils sont des millions chez eux. La réalité est que le malade est là. Oui, et ce n'est pas un petit malade. Des malades qui viennent par exemple avec des éviscérations ou des complications des hernies. Bon, c'est devenu des fistules digestives, le caca coule et le malade est là. Bon, c'est vraiment compliqué. Vous avez un enfant qui naît, par exemple, et la mère n'a même pas une seule tenue pour mettre sur l'enfant. Bon, ça, ce n'est pas un besoin médical, mais c'est un autre besoin vestimentaire ou peut-être même alimentaire, ou des enfants qui naissent, les mamans ont des difficultés à avoir le lait, suite soit à la malnutrition ou autres facteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout le monde en charge, mais s'il y a de l'aide dans ce domaine, ça pourrait soulager de temps en temps les enfants. Donc il y a les cas de PV-VIH, les personnes vivant avec le VIH qui sont là. C'est vrai que sous traitement, il faut manger. C'est des personnes à cause de la maladie, ils ont perdu leur travail et physiquement ils sont diminués, ils n'ont plus de force pour travailler. Donc ils n'ont plus rien, ils ont perdu beaucoup en plus de leur maladie, ils ont perdu beaucoup dans la vie. Donc franchement, et pourtant il faut manger pour prendre les produits. Quand nous les recevons, ils posent beaucoup plus le problème
de nourriture, problème alimentaire. Donc c'est difficile. C'est vrai que la province souvent reçoit des dons pour aider les personnes, mais nous ici, nous gérons les malades PV-VIH qui sont beaucoup dans le besoin alimentaire. Bon, de façon ponctuelle, on a souvent eu des aides moustiquaires, des sacs de riz, des vivres pour les appuyer. Ils étaient très contents, mais une fois que ça finit, continue de venir. Nous, on leur dit que bon, pour le moment, c'est fini. Quand on aura des vivres, on va vous faire signe. Certains malades arrivent, ils paient les produits, on enlève le sang, tout est OK. Ils paient le kit pour l'opération. Après l'intervention, une journée, le lendemain, vous donnez l'ordonnance, il n'y a plus rien. Vous insistez, il n'y a plus rien. Vous insistez, les parents n'arrivent pas à payer quoi que ce soit. Devant un tel cas, il faut l'envoyer vers l'action sociale. Il y a d'autres cas aussi, ils arrivent, c'est par exemple, nous avons tous les cas de malades, peut-être des plaies chroniques. Actuellement, nous avons une salle où les CIL sont occupés de plaies chroniques. Bon, déjà même, ils arrivent, vous faites les premiers soins. Le lendemain, vous donnez une ordonnance. Nous voulons des compresses, nous voulons des bandes. Il faut un antibiotique pour continuer l'antibiothérapie. Les parents sont là. Disent qu'il n'y a rien. Premier jour, 2 jours, 3 jours, vous donnez les ordonnances, vous constatez qu'il n'y a pas les produits. Puisque pendant les heures de traitement, il n'y a pas de produits pour les traitements. Donc, vraiment, vous sentez vraiment que c'est sérieux. Les parents n'arrivent pas à honorer l'ordonnance. Il y en a même qui sont sans accompagnant en ce moment. Ils disent même, nous sommes repartis au village, ils sont repartis au village pour chercher les moyens. Vous attendez, personne ne vient. En ce moment, vous décidez de faire recours à l'action sociale. Moi, Kadaburi. 15 jours, il y a mis tes super. Bon, tara. Kara. To man opération. Pas mal. Malade, non, vrai. Ouais, qui est pour moi. Kara, on s'y donne pour aller. Pour aller, la tenue, mais on m'a aussi donné. Vrai, tu peux pas la personne là, mal opération. Donc, tu peux tu peux être là, pour la rue. Tu peux aller. Non, non, d'accord, ça, tu as eu mon ma mère a tout temps. Nyam ya para. Yam tu ndo ben tu ma. Ni me nga be secteur 5 ans. Tum de secteur 5 lo tu ile. Ya ben. Lo tori. Tara yu ma na. Ah bon, il y a catholique bi. Ah, catholique. Secteur 5. Yam zo wa ro on kari. Ayo. Non bon ma. Quand même on saute. L'autre pas catalan. L'autre pas volontairement. Voilà l'autre à même saute là. La yam sida l'autre qui tum dam. Yeah. La ya bondam ba la ton mindi que no way. Mpatala bo son mon patal tu ma way. Yam tarti wale bo. Ma wa ya, ton wa ya. De France. Donc you want to one and perspective, ma me has la ma me patal wa ki. Ça mon wa di bi wa wa ni to. Pila nua. Ni nda kala ma fa do. Da boleh hal na bahala ni na leti pala le ba. Kuliri. Bum kana le ati. Yo ha be do pare ti kata tu ni za. Radio la ma ton mala fa. C'est une passion. Apata nebla. Alors apata tonfla.
Le monsieur qui vivait aux États-Unis, qui est un de ses fils, a refusé de venir aider son papa. Il a refusé. Il nous dit qu'il faut que c'est l'action sociale qui doit le prendre en charge. Il a trop compris. Lui, il a voyagé et pour lui, c'est l'action sociale qui doit prendre le vie en charge. Effectivement, en tout cas, avec l'aide de l'action sociale, nous avons pu le garder pendant 4 mois. On l'a opéré, on l'a réopéré, puisqu'il y avait une fissure digestive. C'était une hernie étranglée qui s'est compliquée. Ah oui, nous l'avons géré comme nous pouvons. Mais en fin de compte, le vieux n'a pas survécu. Ah oui. Mais en tout cas, pendant 4 mois sans accompagnant, nous avons pu, on s'est occupé du malade. Ah oui, c'est dur, mais bon, on essaie de tenir bon. Voilà. Il arrive même que le personnel cotise pour des malades. Il arrive que les élèves de l'NSP cotisent pour donner à des malades. D'autres même amènent des habits pour donner aux malades, les collègues. Donc, c'est pas aisé. C'est dur. Il y a les différents partenaires, des bonnes volontés qui nous appuient en tout genre. Hein. Nous avons des dons en nature, financiers et tout. Ils nous appuient. Vous voyez les cartons un peu partout. Il y a des médicaments là que souvent nos partenaires nous donnent pour les malades. Et les cartons sont remplis de friperies pour les enfants dans les orphelinats, les enfants de la pédiatrie, tout et tout. Donc, il y en a aussi qui donnent en espèces pour qu'on appuie les malades dans l'achat des produits. Et il se trouve qu'au dépôt, ils ne vendent que les produits essentiellement génériques. Donc, quand un malade doit acheter des spécialités, ça devient un problème. Mais il y a des partenaires, souvent, quand ils viennent, on leur pose ce genre de difficultés et ils laissent parler leur cœur et ils nous donnent de l'argent pour appuyer ces malades de temps en temps. Ce n'est pas de façon permanente, mais de façon ponctuelle. Voilà. D'abord, les premières ressources de la prise en charge viennent de l'hôpital, de la structure elle-même. Donc, chaque année, l'hôpital débloque un appui pour la prise en charge des cas sociaux. Et en plus de cela, il y a au niveau du ministère de l'Action sociale et de la solidarité, le Fonds national de solidarité qui vient en appui donc aux services sociaux de façon ponctuelle, même si c'est modeste. Quand même, c'est un appui donc, pour la prise en charge. L'hôpital met à la disposition du service social chaque année 3 millions. 3 millions de francs qui est affecté directement au dépôt de l'hôpital. Et nous faisons des bons pour que les malades aillent chercher ces produits. Et en plus de ça, nous faisons des exonérations. Et ces exonérations peuvent s'élever à la fin de chaque année à hauteur de 10 millions comme ça. Pour les exonérations des examens de labo, radiologie et autres. Mais pour les produits uniquement, c'est 3 millions. Et le Fonds national de solidarité, eux, ils nous viennent en appui à hauteur de 1 million par an. Donc 1 million pour venir en appui à l'hôpital pour la prise en charge des malades indigents. Les ressources que vous pouvez directement utiliser, ce sont les 3 millions. Oui. Et puis le 1 million, plus éventuellement ce que l'association vous donne.
les 10 millions, je pense qu'on peut les considérer comme un manque à gagner pour l'hôpital. Tout à fait. Mais est-ce que ces moyens-là, les 4 millions, on va dire, est-ce que vous pouvez les utiliser jusqu'à quoi? Au milieu de l'année, les 3 premiers trimestres, ou bien jusqu'à quand? Ou bien ça suffit pour couvrir l'année en termes de besoins? Non, c'est 4 millions. Il faut se dire que c'est... Vu le chiffre 4 millions, ça paraît gros, mais vu le nombre de cas que nous rencontrons, ça ne couvre pas toute l'année. Ça peut couvrir les 3 trimestres, mais ça ne couvre pas toute l'année. Et il faut se dire même que depuis que le Fonds national nous appuie avec les 1 million, l'hôpital a revu à la baisse son appui. C'est compliqué, ça ne couvre pas toute l'année. Ça ne couvre pas. Je dirais qu'on est dans un dilemme. Dilemme pourquoi? Parce que l'hôpital avant une structure étatique, un établissement public qui a devoir de rendement, de résultats sur le plan financier. Alors que nous, en tant que service social, pas que nous sommes des budgétivores, mais nous puisons beaucoup plus pour aider les cas sociaux. Donc, entre ce besoin de résultats de l'établissement public et le besoin du service social, on est souvent confronté à certaines difficultés. Vous venez tout à l'heure de parler de manque à gagner au niveau donc des exonérations. Bon, si vous prenez rapidement les 10 millions, là c'est uniquement les examens, les frais d'examen qui coûtent évidemment cher, quand bien même qu'il y a certains examens qui ne se font pas souvent ici. Donc dire que ça suffit pour la prise en charge, non. Pas du tout, parce que souvent on est en tiraillement avec l'administration qui trouve souvent qu'on est budgétivore et en ce moment il faut fermer un peu le robinet pour que ça ne crée pas de difficultés aussi à l'hôpital. Je sais qu'en 2009, si je ne me trompe pas, l'agence comptable était obligée d'attirer notre attention par rapport donc à l'exonération qui était vraiment élevée, parce que pour eux vraiment ça puise trop, ça creuse un grand trou dans le budget de l'hôpital. Donc c'est ce dilemme-là auquel on est confronté. Donc c'est dire que souvent vous recevez en quelque sorte des pressions pour limiter le nombre d'usagers pris en charge ou bien pour limiter les... Je sais pas, quand on vous dit que faites attention, les subventions c'est un peu trop. C'est dans le sens de réduire ou bien d'être un peu plus strict sur la sélection ou bien c'est de faire attention au type d'exonération que vous pouvez prendre en charge. Ils attirent notre attention d'être un peu plus regardants sur les cas sociaux, quoi. La façon de filtrer les cas pour ne pas... Sinon, il y a des gens qui ne sont pas des cas sociaux, mais ils viennent quand même, ils espèrent avoir l'aide du service social. C'est dans ce sens. Sinon, ils ne nous disent pas de limiter. On ne peut pas refouler un cas social. On essaie dans la mesure du possible de voir les priorités des priorités, comme Dipama l'a dit, pour gérer les cas sociaux. Sinon, on ne nous impose pas de limiter la prise en charge. Non. C'est vrai que les exonérations, ce n'est pas uniquement au niveau de l'action sociale, uniquement les cas sociaux, mais bon, c'est interpellateur quand on voit que la courbe a monté. Et nous aussi, inconsciemment, on essaie de voir dans quelle mesure on peut contribuer, de filtrer encore plus les cas. Il y a des charges propres que l'hôpital doit supporter. Alors, il y a les contractuels que l'hôpital doit prendre en charge. Il y a les charges courantes telles que les factures d'eau, d'électricité et aussi les sociétés de gardiennage. Il y a les sociétés de nettoyage. Il y a la cuisine, la cantine qu'il faut faire pour les malades. Alors donc, des fois, l'hôpital est entre la volonté de servir les gens sur le plan social et de remplir en même temps sa mission d'offre de soins de qualité. Le service reçoit un certain nombre de moyens pour faire le travail, mais le service ne reçoit pas de moyens pour son fonctionnement propre. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'engin pour les courses. Je suppose que vous ne recevez pas non plus de carburant pour les courses. Parce que ça n'a pas été évoqué, je ne sais pas si vous en recevez. C'est le chef de service qui reçoit le carburant, comme tous les chefs de service de l'hôpital. Donc nous sommes appelés à aller sur le terrain en cas de recherche de famille comme ça. Dans les malades sans accompagnant, comme Aude l'a dit, que tu sois chef de service ou pas chef de service, tout, si tu es d'astreinte, parce que nous sommes organisés en astreinte. Donc chaque agent prend une astreinte une semaine. Si tu es d'astreinte,
y a un problème qui se pose au service, tu dois gérer, quel que soit je sais pas, le mois, le combien du mois tu n'as pas. On est tous fonctionnaires, mais on connaît les réalités. Il y a des abandons d'enfants. On nous amène l'enfant, il faut rapidement des soins, ou bien il faut du lait, il faut amener l'enfant dans les orphelinats. La relation sociale, les orphelinats vont nous demander des papiers du service social. Il faut les contacter. Qui va débourser des frais pour ça? C'est compliqué. On a ramassé un enfant dans la rue ou bien au marigot, comme ça, un bébé qui vient de naître, ou bien dans les fossés. On vient poser, il y a beaucoup de choses à faire. Souvent, c'est les sapeurs-pompiers. Ils vous déposent et puis ils sont partis. Sur le champ, vous n'avez rien. Le service social, c'est un week-end ou bien c'est pas jour ouvrable. Comment vous allez les toucher? L'orphelinat que vous voulez toucher, avec quel argent? Et ils vont demander les papiers du service social. Comment tu vas... C'est un problème quand on vit fréquemment. À ce niveau, il faut se dire que nous ne disposons pas de moyens de déplacement. Donc, alors que quand ça vient comme ça, le service ou le malade sans accompagné hospitalisé nous touche. Et on nous regarde, on attend de nous des résultats. Alors que nous aussi, on ne peut pas faire de miracle sans un des moyens. Par exemple, pour faire les appels, pour essayer, si la personne en tout cas a des contacts où il faut appeler, nous on n'a pas de moyens, souvent tu es obligé de te surpasser, utiliser tes propres moyens pour appeler. Ma collègue est là, elle a déjà dépensé plus de 5 000 francs d'unité pour appeler jusqu'à Dori, pour faire venir les parents d'un malade. Et tout ça souvent on ne reconnaît pas, ça se passe dans l'ombre. Bon, ça n'encourage pas souvent, ça ne motive pas souvent. 4 500, c'est une exonération de 50%. Alors vous avez fait 9 jours et vous devrez payer en principe 9 000. Voilà, donc si on divise en deux là, ça peut donner 4 500. Donc tu as eu l'argent et tu veux contacter. C'est ta première fois de venir? Oui. Donc depuis votre séjour, les 9 jours là, vous n'avez pas bénéficié d'aide à notre niveau? Non, non. D'accord. Le malade, c'est quoi pour toi? Bon, c'est mon grand frère. C'est? Grand frère. Ton grand frère. Vous venez d'où? Baudin. Baudin. Oui. Voilà, pendant patiente mais ça n'est pas tu vois. Godin, c'est Godin de Ibrascola. Qu'est-ce que ton grand frère fait? Moi, il travaille en Côte d'Ivoire. C'est une plantation. Et qu'est-ce qu'il y a et puis on vous a dit de venir nous voir? Bon, en réalité, c'est le docteur qui nous a dit de venir pour demander de l'aide. Demander de l'aide, comment ça? Vous n'avez pas posé un problème, vous avez dit seulement de venir. Bon, il a déjà reçu. Bon. Donc, concernant l'argent à payer, on n'a pas les moyens. Comment tu t'appelles? Zongo Modeste. Zongo Modeste. Il y a combien d'ans? 19. 19 ans. Tu es élève? Oui. Quelle est la carrière? 3e. Cette année ou bien tu as fait le BPC? Non, j'ai fait cette année, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu as beaucoup de courage. Merci. Ça va aller. Vous êtes de quelle religion? Protestant. Protestant. Et Étienne? Protestant. Étienne est marié? Non, non. C'est ça. Donc
On va aller à la caisse. Payer les 4500. Ils vont te tirer les reçus. Ils vont me ramener le tout ici. Compris? Et voilà. Tu paies à la caisse là. Oui. Voilà, et puis tu ramènes les reçus ici. Au niveau des kits opératoires, je trouve que le coût est élevé. Voilà, ça varie entre 30 000 et 40 000 selon la pathologie à intervenir. En tout cas, je trouve que les kits opératoires de 40 000, ce n'est pas à la portée du Burkinabé moyen. Voilà, quand quelqu'un arrive dans l'urgence et qu'il faut débourser d'ores et déjà 40 000 francs, ce n'est pas simple pour le paysan. Et aussi la problématique des évacuations sanitaires. Généralement, les gens viennent et après un long séjour, il faut les évacuer à Ouaga. Bon, et alors que la moyenne varie en 25 000 francs, voilà, d'ici, le CHR d'ici au Ouagadougou. Ça aussi, c'est en tout cas un problème que les usagers rencontrent. Et dans ces deux cas, que ce soit dans les kits ou bien dans les évacuations sanitaires, à ma connaissance, il n'y a pas d'ONG ou bien de programme qui s'intéresse dans ces domaines. Voilà, par contre, dans les autres, par exemple, la prise en charge des urgences, que ce soit en gynéco ou bien en pédiatrie, on intervient. Mais dans le cas des opérations et des évacuations, ce n'est pas encore visible. Donc, ça fait que beaucoup de cas viennent ici, en tout cas. Ils peinent, en tout cas, à honorer ces frais. À part les indigents, en fait, beaucoup de monde peut bénéficier de la gratuité. Il y a les élèves, il y a les personnes handicapées, il y a les mères célibataires, il y a les agents de santé, il y a les personnes âgées. Donc en fait, il y a quand même pas mal de gens qui bénéficient à un titre ou à un autre de mesures d'exemption des coûts. En fait, les centres hospitaliers régionaux sont des établissements publics d'État. Ils ne sont pas assujettis comme les établissements publics à caractère industriel ou commercial à véritablement assurer une viabilité financière, un équilibre des budgets. Simplement, ils ont des consignes visant en tout cas à faire un effort d'autofinancement de l'ordre de 20%. Généralement, dans les centres hospitaliers régionaux, il n'y a pas véritablement de ligne budgétaire consacrée à l'action sociale, consacrée en fait aux mesures d'exemption que pourraient prendre les agents sociaux qui sont logés au sein des centres hospitaliers. Ou s'il y a des lignes budgétaires, en général ces lignes budgétaires s'arrêtent assez rapidement, c'est-à-dire qu'elles couvrent rarement toute l'année. Pour autant, généralement les directeurs ou les gestionnaires ne prennent pas de mesures visant à interrompre en fait l'action des agents des services sociaux. Simplement, on les met dans une espèce de culture ou de contexte dans lequel on leur demande de faire attention. Vous avez fait 14 jours à raison de 1000 francs. Voilà, 1000 francs l'hospitalisation. Et vous n'avez pas les 14 000. Vous avez combien? 10 000. Entre 10 000 et puis 14 000, c'est 4 000, presque 4 000.
Tu vas pas bourrer et puis pouvoir aller. C'est ça le problème là. En fait, ce qu'on vous demande là, c'est une contribution pour pouvoir prendre en charge les bonnes dames qui nettoient l'hôpital chaque matin. Il y a les gardiens qui sont là, qui assurent la sécurité. Alors, hormis ça, vous avez remarqué que durant vos 14 jours là, on prépare pour vous. Tu vois. Voilà. Donc, ce sont vos contributions là qui permettent quand même de pouvoir honorer à ces charges là. Bon, il y a l'eau que vous enlevez, la nuit il faut allumer l'électricité. Donc, il y a de ces prestations là que même si nous on veut vous appuyer, c'est difficile parce que l'hôpital a des obligations aussi. Voilà. Quand on dit qu'on priorise les cas, ça ne veut pas dire qu'on tranche sur la base du fait que telle personne ne doit pas mériter. Mais nous, on se place sur le degré de vulnérabilité. Par exemple, quand deux indigents se présentent dans notre service, on va essayer de voir des deux, qu'est-ce que nous, on peut faire, par exemple, pour prendre en charge et que ça n'empiète pas sur le séjour de l'autre ou bien de l'un. Voilà, et comment nous on fait? Je prends un exemple terre à terre. Des deux cas sociaux qui vont se présenter, il y a un peut-être qui va pouvoir prendre en charge à 50%, soit 20 000 francs, et il y a l'autre qui ne peut même pas se prendre en charge. Alors, en ce moment, nous, on va essayer de bien, en tout cas, rentrer dans notre analyse là, pour voir qu'est-ce qui peut avoir une réduction, ou bien qu'est-ce qui peut prendre en charge totalement, pour que, quand même, on ne creuse pas un grand trou dans le budget de l'hôpital. Voilà. La priorité des priorités à l'hôpital, c'est d'abord l'urgence. C'est-à-dire, dès qu'il y a une urgence, on prend quelle que soit la personne, quelle que soit sa catégorie sociale, même si les ministres, il arrive à l'hôpital, par exemple, dans le coma, on n'arrive pas à l'identifier correctement. La première des choses, c'est l'appui du service social. On le prend en charge d'abord. Il faut le sauver, et c'est ça la mission aussi de l'hôpital. Donc, la priorité des priorités, c'est suivant l'urgence. Et en fonction de l'urgence, on n'a pas le choix, on est obligé d'intervenir pour que la personne soit sauvée. Après ça, maintenant, c'est comme les autres collègues ont dit, en fonction de la nature du cas, on essaie de voir ce qui est prioritaire. Si c'est un cas qui peut encore attendre, par rapport à un cas qui est imminent, qui veut immédiatement de l'intervention, on choisit le cas qui a besoin d'intervention. Maintenant, au niveau des cas qui doivent attendre, un malade qui vient d'arriver par rapport à un malade, par exemple, qui est en train de sortir, il y a la différence parce que celui qui vient d'arriver, en tout cas, a besoin de soins, mais celui qui doit sortir là, il peut toujours essayer, même si ça allait vendre un poulet ou un corps quelque part pour revenir. Ya kiuga wala yambe kane biga ta ciwo yemma kayir kiuga yemma amma su be nambiye ya yala yammi yite kuruka kudu su berse biga la pafo ya biga la da be Côte d'Ivoire na sidala yena ya bene la zinda mara ya bene ni zinda a jeng bene ciwo nase Zeda mana tu tirori ko bari ko ba blizi mena abatal villa ayo ana posa tu villa ni pharmacie wa wa caisse wa ya on wa Elle était en Côte d'Ivoire, une fille de 18 ans qui a suivi un homme aller
Elle n'a fait que 4 mois avec lui et sa soeur s'est renversée sur elle. Donc le monsieur l'a ramenée au Burkina, laissé avec sa famille et puis reparti. Donc depuis près de 2 mois, c'est sa maman qui est à ses côtés. Donc elle n'a plus de soutien. Elle-même, elle est tombée malade. Elle tousse, elle a la fièvre et tout. Donc ils sont là depuis longtemps. 21 jours, bon, je pense que dans certains hôpitaux, après 21 jours, normalement, le malade ne devrait plus payer les choses. Je ne sais pas trop comment c'est réglementé, mais nous appelons l'un ce jour lorsque le temps d'hospitalisation prévu est dépassé, le malade n'est pas guéri et il n'a plus les ressources nécessaires pour se faire opérer. Bon, quand ça dépasse 2 semaines, parfois le malade il fait appel à de l'aide extérieure, bon, mais à la longue, quand ça dure, ben, les gens l'abandonnent parce qu'ils disent, bon voilà, tu es à l'hôpital, tu nous occupes tout le temps, on ne peut plus rien faire pour toi et tout le monde disparaît, même quand il y a une famille. Donc, si au bout du temps donné, pour que vous soyez guéri et sorti, vous n'êtes pas guéri, et qu'il y a des problèmes sociaux qui s'ajoutent, ben, on considère que c'est parce que vous avez duré à l'hôpital que vous avez épuisé vos réserves et en ce moment, il faut de l'aide. À ma connaissance, dans les CHR du Burkina, il n'y a pas de méthodologie en tant que telle reconnue de tous pour pouvoir effectuer le ciblage des indigents. Cependant, face à l'inexistence de méthodes de ciblage reconnues de tous, les agents sociaux quand même essaient de se baser sur leur expérience de travailleurs sociaux, leur formation professionnelle, pour pouvoir identifier les indigents dans les CHR. Et concrètement, je vais peut-être essayer de décrire comment est-ce qu'ils le font. C'est-à-dire, dans le CHR, c'est l'avant-dernier niveau du système de santé. Donc, quand le service social a en face un cas, il se base sur un certain nombre d'éléments. Ces éléments, c'est d'abord le circuit du malade. Et ce circuit du malade peut être interne ou externe au CHR. Les unités de soins sont internes au CHR, c'est-à-dire c'est un malade hospitalisé. Lorsque le responsable de l'unité se rend compte que le malade est resté pendant 2 ou 3 jours sans soins, il se dit que c'est peut-être parce que cette personne ne peut pas se prendre en charge. Ils essaient de faire appel au service social pour venir en aide. Ça, c'est le circuit interne. À écouter ce que vous avez dit, bon, j'ai cru comprendre qu'il y a spécifiquement 2 types d'usagers. Je considère qu'il y a des usagers que vous pouvez prendre en charge sans problème. C'est comme M. Dipama l'a dit, ou bien comme les autres. Soit ils ont été référés par la direction provinciale, par la mairie, les malades sans accompagnant, ceux qui sont dans l'urgence. C'est des cas que vous prenez parce que bon, dans l'urgence, il n'y a pas de question à se poser. Les autres qui ont été orientés par d'autres structures, vous supposez qu'il y a un premier travail qui a été fait. Maintenant, pour ceux qui viennent, qui ne passent pas un peu par ce circuit, si on peut dire, comment vous identifiez en fait ceux que vous considérez comme devant normalement bénéficier de la prise en charge? Il n'y a pas de critères standards pour les cas sociaux ou les usagers que nous rencontrons. Nous, à notre niveau, dans le cas présent, nous nous référons à notre expérience parce qu'on a eu une formation de base, une formation en counseling et quand nous recevons un malade, il y a un counseling qui se fait. Le malade expose son problème et nous, on l'écoute. Et dans l'écoute, là, il ne faut pas perdre quelque chose. Il faut l'écouter du début jusqu'à la fin. Et c'est à travers l'écoute, une analyse se fait. Et on voit à partir de ça s'il y a une crédibilité dans ce que le malade dit. Et après cela, maintenant, on voit dans quelle mesure on peut l'aider. Sinon, il n'y a pas de critères standards comme ça. Ça dépend du malade, de l'usager qui se présente et du problème qu'il a à raconter. Et nous, on essaie d'analyser pour voir s'il y a un peu du vrai, quoi. Parce que
On a été tellement beaucoup abusés. Les malades, là, ils connaissent les rouages, ils viennent avec des histoires différentes. Donc, il faut être vraiment très attentif et mettre un peu de jugeote dans ce qu'on nous raconte, quoi. Devant l'urgence, on ne peut pas dire au malade d'attendre d'abord, on va aller faire l'enquête sociale au sein de sa famille pour voir ses conditions de vie et tout, avant de revenir le prendre en charge. Donc sur place, on met l'accent sur le counseling. Et à travers l'entretien, le counseling, et avec la formation de base qu'on a reçue en psychologie, en sociologie, et dans beaucoup de modules, cela nous permet quand même de voir la sincérité de la personne, de nous baser également sur notre expérience par rapport à ce que les gens donc, viennent tous les jours dire. Donc, à travers ça, on peut arriver à savoir si la personne est sincère ou pas. Et en fonction de ça, on arrive à aider ou ne pas aider. Ça nous arrive. En tout cas, il y a pas mal d'indices qui nous permettent de trancher a priori sur le degré d'indigence de la personne. On peut par exemple se baser sur la date de prescription médicale. Par exemple, quelqu'un qui traîne une ordonnance depuis 2 mois, il n'arrive pas à payer. Donc, d'ores et déjà, si on regarde, on sent que c'est le manque de moyens qui fait qu'il souffre avec ces ordonnances et qu'il ne viennent pas. Alors, en plus de ça aussi, on peut essayer de voir à travers ce qu'il raconte. Il va vous citer un certain nombre de services sociaux qu'il a parcourus. Par exemple, il va vous dire que j'ai été au centre médical, on m'a dit d'aller à la direction provinciale, qu'on peut avoir l'air. Ensuite, quelqu'un m'a dit qu'à la mairie, ou bien soit c'est mon voisin qui m'a dit de venir vous voir. Donc, quand on regarde tout ce tralala qu'il a fait, on sent que réellement, il a besoin de l'aide, mais il ne sait pas vers quelle structure s'orienter. Alors, en plus de ça, il y a tout ce qui entoure le counseling, la relation en tout cas entre le client qui a un problème de difficulté et nous, travailleurs sociaux. Et on se base sur la justesse de ses propos en termes de sincérité, par exemple l'apparence vestimentaire, son profil social. En tout cas, il y a tout un tas de voilà, d'indices qui nous permet en tout cas avec notre expérience de trancher de façon rapide, de façon superficielle. Un monsieur qui est venu une fois, pendant qu'il s'entretenait, il y a son portable qui a sonné. Il a fait sortir un portable luxueux, de luxe du moins. Et après cela, encore, pendant qu'on continuait l'entretien, un deuxième portable qui a sonné. Bon, on s'est tous regardés, tous les trois, bon, on a souri un peu, on a compris qu'il n'y avait pas de la sincérité dedans parce que bon, si la maladie est une priorité pour toi, pourquoi ne pas vendre un portable et puis te prendre en charge? Dipama avait reçu une bonne dame qui était venue et quand elle essayait de poser son problème, elle a eu à vendre son vélo. Voilà, ça veut dire qu'elle avait l'unique vélo qu'elle utilisait pour aller acheter le bois à quelques kilomètres de la ville pour revenir vendre au grand marché ici. Et comme elle était à bout de ses moyens, elle a pris son vélo et puis vendre. Elle nous a déballé ça. Donc déjà, c'est des preuves quelque peu qui nous guident sur la sincérité. Si la personne a pu en tout cas prendre son outil de travail pour vendre, on se dit quand même qu'il est dans le besoin. Voilà. C'est les services sociaux au niveau provincial ou départemental qui ont déjà des clients. Et lorsque ces clients ont un problème de santé qui nécessite des soins, ils réfèrent directement ce malade avec une référence au niveau du service social du CHR. Certains peuvent avoir un certificat d'indigence, mais ça, c'est des cas quand même assez rares. En dehors de ces services sociaux, il y a les maisons d'arrêt qui peuvent également souvent référer des malades avec un papier qui prouve. Et il y a également les centres de santé avec antenne chirurgicale et les formations sanitaires qu'on appelle communément les CSPS. Donc, à leur niveau, lorsqu'ils ont un malade qui doit être référé et qui se rendent compte que ce malade est incapable, dès le premier niveau même de se prendre en charge, ils peuvent délivrer une référence demandant au service social de CHR de prendre en charge cette personne. Donc, l'agent
social tient en compte de tous ces éléments pour pouvoir prendre sa décision, mais également d'un entretien. Et cet entretien permet encore de vérifier tout ce que je viens de dire, mais également de rentrer en profondeur pour apprendre des informations sur la condition économique du patient, c'est-à-dire ses revenus, sa profession. Est-ce que dans son réseau social, il a des personnes qui peuvent lui venir en aide, etc. En plus de cela également, de cet entretien, certains agents sociaux se déplacent au chevet du malade. Lorsque le malade ne peut pas venir, ils vont eux-mêmes constater ce que le responsable d'unité a observé. Donc c'est tous ces éléments, mais c'est essentiellement basé sur leur expérience de travailleurs qu'ils arrivent à identifier les malades qui en ont vraiment besoin. Il faut voir avec les frères, voilà, ce qu'ils vont dire. Voilà, tu vas repartir voir le major. Ils sont où? Les frères sont ici ou ils sont à Manga? Non, ils sont vers Kayao. Tu pourras avoir. Tu pourras avoir. Tu ne sais pas d'abord. Donc tu parles les contacter, ce qu'ils vont dire, ce qu'il y a, et là on est toujours là pour échanger. S'il y a la possibilité de vous guider toujours, on ne va pas hésiter. Donc d'aller voir le major là? Non, pas le major. Appeler mes frères. Voilà, pour voir si... Il faut les expliquer quoi. En fait, si nous on aide, c'est vrai, mais il y a une catégorie de prestations que nous on ne peut pas appuyer. Par exemple, ça c'est difficile parce que l'hôpital a des charges qu'il faut honorer, qu'à notre niveau, si on demande à l'hôpital de laisser tomber gratuitement, c'est difficile. Donc, mais par exemple, si c'était des produits, une ordonnance comme ça qu'on avait demandé, c'est moi une ordonnance. Tu peux voir l'ordonnance là. Si on regarde qu'il y a des produits ici, là on peut voir ce qu'on peut faire pour vous appuyer. Comme ça, vous prenez l'argent de l'ordonnance, vous complétez. Voilà, vous complétez. Par exemple, Firocheville, une boîte. FAC comprimé. On a du Lazilix ici, non? Aïssata. On a du Lazilix dans le carton. Lazilix, c'est fini. Mais Firocheville aussi, c'est pas cher. 40 mg, ça fait 200. Ça vaut même pas. C'est fini, docteur, on va demander ça la dernière fois pour les malades. Bon, ça on ne peut pas avoir, c'est ici, mais ça on peut avoir, c'est ici. C'est 200 francs. Il n'y a pas 200 francs. Il faut te renseigner, voir. Tu peux avoir ça ici, et puis ça, il faut aller à la pharmacie de l'eau. Ça, là, ils ont abrégé, c'est quel comprimé? On fait assez de ça aussi, c'est 100 francs. 75 ou 100 francs. Bon, le tout ne dépasse pas 75 francs. Voilà. Si ça atteint une ordonnance de 2000 francs comme ça, vous pouvez négocier ici pour vous. Yeah. Ça va aller. Ok. C'est quoi? Il y a un problème? Non. En fait, dis-moi, tes frères sont où? À Tim-Tim. À Tim-Tim. Donc toi, tu es seul ici avec le vieux? Oui, je suis seul. Tu es seul. Et ton frère veut venir te chercher. Il vient quand? Non, c'est pas mon frère. Mais c'est d'autres. Je vais appeler pour qu'il vienne t'aider à partir. Mais qui a payé l'opération, l'hospitalisation? Qui s'occupait du vieux? C'est moi. C'est toi? Toi, tu fais quoi? Moi, comme c'est mon père là, comme il est malade. Non, je veux dire, financièrement, c'est toi qui payais tout. Oui. Tu fais quel travail? Que le vieux a débloqué pour les gérer. Voilà. Le vieux avait un peu d'argent. Et c'est toi qui t'occupais de ça. C'est quoi? C'est une opération? Non. La médecine générale. Vous ne pouvez pas avoir les 4000 là pour ajouter?
Donc, celui qui va venir vous chercher là. Apparemment, c'est lui seul qui est là. Hein? Vous ne pouvez pas ouvrir 4 000 francs. Vous avez 10 000, il laisse 4 000 seulement pour compléter, mon frère. Hein? Il faut aller voir le vieux. Hein? Tu as moyen de s'en guérir. Vous pouvez, si vous payez ça, vous ne pouvez plus rentrer à la maison. On fait des crochets. Tire, voilà. Bon, moi-même j'étais comme qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais ici, il a au moins 10 000 francs. Il devait payer 14 000, il a 10 000. Non, je lui ai dit de vouloir compléter les 4 000. 4 000 pour... En fait, c'est le fait que la référé là. Bon, souvent il réfère, souvent c'est pas trop crédible quoi. Et quand je les regarde d'apparence, voilà, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup hésité. D'apparence là, je me dis qu'ils peuvent avoir. Bon, et puis, bon, si tu remarques, c'est une mesure de prudence qu'ils prennent. Parce qu'ils se disent que s'ils payent ça, ils ne pourront plus avoir le carburant pour rentrer ou le transport. Et même l'ordonnance qu'il a présentée. Voilà. Sinon, on ne savait pas dire que c'est les 14 000 qui manquent. Quoi. Voilà. En tout cas, quand je les regarde d'apparence, je me dis que ça va. Ouais. C'est pas si j'ai bien tranché ou pas. Bon, mais c'est bon, c'est comme ça. Et si réellement c'est un cas, c'est sûr qu'il va revenir. Voilà, ça c'est vrai. Ah, tu as déjà payé là? J'ai déjà payé.